Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Herbert Guthrie a parqué sa voiture de façon à voir clairement l'entrée principale de la maison. En cette matinée d'été, le thermomètre indique déjà au moins 29 degrés. Et Herbert commence à regretter d'avoir accepté ce job. Sa jambe gauche lui fait mal. Cette jambe gauche qui a stoppé une balle de 45 6 mois plus tôt, quand il appartenait encore à la police. Conway, son nouveau patron, était allé le voir à l'hôpital et lui avait dit: « J'ai appris que la police vous a accordé une pension d'invalidité. Vous avez 35 ans, Herbert, et toutes les qualifications nécessaires pour faire un bon détective. Venez travailler dans mon agence. » On ne devient pas flic. On l'est ou on ne l'est pas. Herbert Guthrie ne voyait pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Aussi est-il allé trouver Conway à sa sortie d'hôpital. À ce souvenir, ses lèvres se pincent. Conway n'a certainement pas besoin d'un bon détective plein d'expérience pour un boulot comme celui-ci. « Le client est un certain Harvey Jensen, vous connaissez ?» avait demandé Conway. « Plutôt, oui. C'est le chirurgien qui a sauvé ma jambe alors que tous les autres voulaient amputer. Je lui dois beaucoup, Conway. De quoi s'agit-il? » « C'est sa femme. Il veut que nous la prenions en filature. » Ah, ça m'embête beaucoup, ça. Mettez vos scrupules de côté, mon vieux. Je suis à court de personnel en ce moment. J'apprécierais que vous me rendiez ce service. Voilà, tenez, la photo de sa femme. Elle s'appelle Jennifer. Si elle sort pendant la journée, vous la suivez partout. Alors qu'Herbert se demande si Jennifer est aussi jolie en réalité qu'elle l'est sur la photo, un luxueux cabriolet sort de la propriété et s'engage sur la chaussée. Reconnaissant Jennifer Jensen, il embraye et la suit à distance. De lourds nuages plombés s'amoncellent à l'ouest, annonçant l'orage habituel des après-midi d'été californiens. Herbert la suit en laissant juste quelques véhicules entre eux afin de passer inaperçus. Au bout de quelques kilomètres, Jennifer emprunte la voie rapide qui mène en ville. Elle roule à la limite de la vitesse autorisée lorsqu'elle emprunte sans avertissement une rampe de sortie prenant presque Herbert de court. Il la rattrape de justesse et la suit dans un parking. Quand elle sort de son cabriolet, il remarque ses longues jambes modelées par la jupe étroite, son allure fière, son éclatante chevelure noire. Elle est sacrément plus belle en réalité, pense Herbert en quittant sa voiture à son tour. La filature le conduit jusqu'à un hôtel de second ordre, très peu assorti à cette conductrice de voiture de luxe. Alors qu'il pénètre dans le hall, elle le prend à nouveau de court en pénétrant dans un ascenseur dont les portes se ferment immédiatement. Herbert se dirige vers le portier. S'il vous plaît, une jeune femme brune avec une robe jaune vive vient de prendre l'ascenseur. Vous l'avez remarqué? Je ne fais pas attention aux gens qui passent, monsieur. En plus, je n'ai pas bonne mémoire. Herbert sourit sans humour en glissant une main dans sa poche. Il en tire un rouleau de billets, en détache un de 20 $. Drôle de chose que les chiffres, hein? J'ai découvert que certains peuvent rafraîchir les mémoires.
En effet, dit le portier. En parlant de chiffres, il m'en revient un à l'esprit. 611. Chambre 611, occupée par un certain Sanders. Voilà qui est bien, mon ami. Et il ressemble à quoi, votre 611 ? Oh, un beau 611 d'une trentaine d'années qu'on rencontre fréquemment à Hollywood, en compagnie de dames âgées et fortunées, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et elle le rencontre régulièrement, ce Sanders. Elle vient ici 2 ou 3 fois par semaine et reste environ 1 heure. Je vois. Merci, dit Herbert en allant s'asseoir dans un des fauteuils du hall d'où il peut surveiller l'ascenseur. Sa jambe gauche recommence à l'élancer. Il est d'une humeur massacrante. Il se demande comment une femme comme Jennifer Johnson, qui fréquente la meilleure société, peut se fourrer dans les pattes d'un gigolo de bas étage. D'autre part, ses élancements à sa jambe gauche lui rappellent le mari de Jennifer, ce chirurgien qui l'a sauvé d'un handicap profond et auquel il devra apprendre bientôt la douloureuse vérité sur le comportement de son épouse. Il se redresse soudain. Jennifer, le visage bouleversé, sort de l'ascenseur et quitte l'hôtel en courant. Une querelle d'amoureux ? Contente-toi de la suivre, t'es payé pour ça, se dit-il. La façon de conduire de Jennifer est nettement moins souple qu'elle allait, à tel point qu'elle laisse maintenant dans son sillage un tumulte de coups de frein stridents, d'avertisseurs indignés et de malédictions. Herbert a toutes les peines du monde à ne pas la perdre de vue. Elle se ferait un chemin sur l'autoroute dans une zone de brume grise et sale sous un ciel d'encre. C'est alors que l'orage éclate. Des rafales de pluie balayées en tous sens par des tornades donnent à Herbert la sensation de conduire à travers un rideau ondulant. Automatiquement, la circulation ralentit, la visibilité étant à peu près nulle. Il manque de perdre Jennifer qui continue à son train d'enfer sur la voie de dépassement, son cabriolet fendant l'eau tel un hors-bord. Herbert secoue la tête. Cette façon de conduire cherche l'accident. Accident qui se produit sans tarder. Pour éviter une voiture qui lui a coupé la route, un 30 tonnes freine brutalement, dérape entre les pistes, empêchant Jennifer de passer. Herbert doit lutter ferme pour conserver le contrôle de sa propre voiture et quitte le cabriolet des yeux. Lorsqu'il le regarde de nouveau, il ne peut réprimer un frisson d'horreur. À peine retenu par une clôture métallique, le cabriolet domine un vide de 30 mètres surmontant une voie ferrée. Les roues arrière patinent désespérément sur le sol boueux. À la moindre secousse, c'est la catastrophe. Herbert court en boitillant jusqu'au camion, en travers de la chaussée, ouvre la portière et indique le cabriolet au chauffeur. « J'ai une chaîne dans mon coffre, il faut agir vite !» L'autre, interrompant son concert de jurons, saisit le topo immédiatement, amorce une marche arrière, tandis qu'Herbert sort sa chaîne et va la fixer délicatement à la voiture de Jennifer. Quelques très longues minutes plus tard, Herbert ouvre la portière du cabriolet. Il s'attend à tout, sauf à trouver Jennifer calme et souriante. « Ça va, madame ? Dites-moi, l'accident ne semble pas vous avoir ému. »« Je n'ai pas grand-chose à perdre. »« Votre vie, quand même !»« Pour ce qu'elle vaut. »« Merci quand même, monsieur. »« Monsieur ?»« Herbert Guthrie, » fait-il en tendant la main. « Si je peux vous être utile, madame, voulez-vous que je vous reconduise chez vous ?» Elle hausse les épaules, l'air de dire « au point où j'en suis », et lui tend la main. À peine l'a-t-il effleurée qu'elle la retire en gémissant. « Je crois m'être foulé le poignet, » dit-elle avec un petit sourire d'excuse. « J'accepte votre offre, monsieur Guthrie. Reconduisez-moi
à la maison. Alors qu'Herbert fait semblant de suivre ses indications pour rentrer, il lui demande, l'air de rien, « Si je peux vous aider pour quoi que ce soit, je ne pense pas que vous puissiez m'aider à quitter mon mari, Monsieur Guthrie. C'est peut-être un grand chirurgien, mais comme homme, il ne vaut pas grand-chose. Mesquin, vindicatif, cruel. Curieux comme on peut se confier à de parfaits inconnus. Rassurez-vous, madame, je suis un inconnu discret. Mais vous n'avez pas d'amis qui pourraient vous aider? Si. Un ami d'enfance qui m'a toujours désiré. Bon, ce n'est pas le parfait gentleman, mais au point où j'en suis. J'avais décidé de fuir avec lui. Ce cher Sanders. Et alors? Mon mari l'a appris et lui a offert de l'argent. L'amour qu'a pour moi cet ami d'enfance se chiffre très exactement à $5 000, car il vient de renoncer à moi pour $5 000. Je pensais valoir plus. Sacré Sanders. Elle se met à sourire en se frottant le poignet. Herbert sent une sourde colère monter en lui, l'impression d'avoir été manipulé. Si Jensen est au courant de la liaison de sa femme, pourquoi l'avoir fait suivre? Ça n'a aucun sens. « Il n'y a pas d'autre solution, madame ?» demande-t-il. Oh, vous ne connaissez pas mon mari, monsieur Guthrie. Il faut tout simplement que je rentre pour l'affronter et ce ne sera pas plaisant. Il m'a menacé plus d'une fois de me tuer plutôt que de me laisser partir. Vous pourriez porter plainte, madame. Je ne veux pas de ce genre de publicité, et puis ça ne servirait à rien. Il nierait tout. Il peut être charmant et persuasif quand il le veut. Les lancements de sa jambe gauche rappellent à Herbert combien Jensen avait été bon pour lui. Alors, à la colère se mêle le remords. Il garde le silence jusqu'à la propriété en face de laquelle il était garé ce matin même. Pourquoi le docteur Jensen fait-il suivre sa femme alors qu'il est au courant d'une situation qui lui a déjà coûté $5 000? Le docteur Jensen cacherait-il un docteur Jekyll? Vous le saurez dans quelques instants. Herbert Guthrie, un ancien flic recyclé dans le privé, doit beaucoup au docteur Jensen. N'a-t-il pas sauvé sa jambe alors que tous voulaient l'amputer? Le problème est qu'Herbert est chargé par le patron de son agence de suivre Jennifer, la femme de Jensen, dans ses rendez-vous galants. Si Jennifer n'avait pas eu cet accident en rentrant chez elle, Herbert n'aurait pas eu l'occasion de la raccompagner et d'apprendre que son mari avait donné $5 000 à Sanders, son amant, pour qu'il renonce à elle. Pourquoi alors paie-t-il cette filature? Ça ne tient pas debout. Herbert se dit que le seul qui pourrait l'éclairer est encore Sanders. Il décide donc de retourner à l'hôtel où Jennifer l'a retrouvé ce matin même. À peine est-il arrivé que le portier lui fait signe d'approcher. « Dites, vous feriez bien de vous tailler en vitesse. Ce type qui vous intéressait, ce Sanders-là, une femme de chambre vient de le découvrir, mort. Les flics grouillent à l'étage. » Considérant avec quelle facilité il se verrait retirer sa licence s'il gardait des informations pour lui, Herbert se dirige vers l'ascenseur. La chambre est petite, bourrée de monde, étouffante. Au beau milieu, le lieutenant Donato, avec lequel il a conduit plus d'une fois, jadis, une voiture de patrouille.
Il observe le cadavre de Sanders qui gît à terre sous la fenêtre ouverte, comme s'il avait désespérément cherché à aspirer l'air frais. Sa chemise est tachée de sang autour d'un vilain petit trou noir. « Je croyais que tu n'étais plus des nôtres, » fait Donato en le voyant. « Exact, Don, je suis privé maintenant. À part ça, j'ai quelques renseignements qui pourraient être utiles. Je suppose que le portier t'a parlé d'une mystérieuse visiteuse? » Sacré Herbert, toujours une longueur d'avance. Continue, mon garçon, ça m'intéresse. Herbert Guthrie raconte tout ce qu'il sait à Donato. Ainsi, le mari aurait donné 5 000 $ à ce pauvre Sanders pour qu'il cesse de voir sa femme. Dommage qu'on ait trouvé que 50 $ dans son portefeuille. « Et l'arme du crime ?» demande Herbert. « L'assassin l'a emporté. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation avec Jennifer Jansen. » « Je peux t'y conduire, lieutenant, je sais où elle habite. » Ils sont à peine arrivés devant la maison de Stuck Rose qu'un coup de feu retentit à l'intérieur. Donato jure violemment et se précipite dans l'entrée alors que le docteur Jensen sort d'une pièce en courant. Donato montre vivement son insigne. « Ce coup de feu, qu'est-ce que c'est ?» Jensen se contente d'indiquer la pièce d'un signe de tête. Jennifer est allongée par terre sur le dos, bras écartés, un revolver près de sa main droite, la tempe en éclats sanguinolents. Jensen les observe, immobile, dans l'encadrement de la porte. Il n'a vraiment rien de l'être dangereux que sa femme l'accusait d'être il n'y a pas 2 heures. Grand, séduisant, bronzé, la soixantaine, il pourrait poser comme modèle de chirurgien célèbre. Hormis l'intense pâleur qu'Herbert discerne sous son hâle. « J'étais dans la pièce quand elle est entrée, » fait-il hagard. Elle a murmuré quelque chose, a levé le revolver et a tiré avant que je puisse faire quoi que ce soit. « Où gardait-elle cette arme ?» demande Donato. « C'est mon revolver. Habituellement, je le garde dans la commode de ma chambre. Habituellement, » fait-il en réprimant un sanglot. « Je vous en prie, monsieur, laissez-moi seul quelques minutes. Je vais dans mon bureau. » Donato hoche la tête avec sympathie et fait signe à Herbert. « Je pense que c'est clair. Elle a tué son amant et s'est suicidée devant son mari. » « Peut-être, Don, peut-être. » « Elle ne te semble pas évident, Herbert ?» La seule chose qui me semble évidente, Don, c'est que ma jambe me fait souffrir. Je vais la reposer sur un des transats près de la piscine. Si t'as besoin de moi, tu sais où me trouver. Il sort par les vitres coulissantes et s'installe dans un des fauteuils près de l'eau bleue. Des morceaux du puzzle prennent place dans son esprit, formant une image qu'il a peine à accepter. Jensen a voulu faire prendre sa femme en filature, tout en sachant qu'elle allait voir Sanders, parce qu'il désirait un témoin, pense-t-il avec amertume. Il se souvient des longues conversations avec lui à l'hôpital. Il se revoit en train de lui expliquer qu'une des armes les plus importantes de l'accusation, quel que soit le crime, est le témoin. Faut-il révéler cela à Donato, se demande-t-il. Je dois tellement à Jensen. Je lui dois une infinie reconnaissance pour son diagnostic sûr, sa décision obstinée de sauver ma jambe, sa persévérance, son habileté qui font que, sous peu, je marcherai comme tout le monde. Toutefois, Jennifer Jansen est morte. Morte. Une femme jeune, belle,
Herbert se demande ce qui, de sa dette ou de sa conscience, est le plus important. Mais, comme on dit, flic un jour, flic toujours. Il se lève et retourne sur le lieu du crime. Les photographes s'affairent autour de Jennifer. Il fait signe à Donato. « Il faut que nous parlions à Jensen. » « Est-ce nécessaire tout de suite, Herbert? » « Oui, en tout cas avant qu'on enlève le corps. » Herbert et Donato entrent dans le bureau. Jensen semble enfin s'étonner de la présence de Guthrie. « Herbert, vous étiez là tout à l'heure, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'étais tellement choqué. Alors, ils vous ont gardé dans la police. Comment va votre jambe? »« Elle marche, docteur. » fait Herbert en regrettant que le docteur ait abordé le sujet. « Quant à la police, non, je n'y suis plus. Je travaille pour l'agence Conway, vous savez, celle que vous avez chargée de faire suivre à votre femme. »« Ah, et c'est vous qui... » »« Effectivement, docteur, c'est moi qu'on a chargé de cette mission. Hélas. » »« Oui, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. C'est ce que je leur ai dit, docteur. Ce matin même. Malheureusement, le reste du personnel était pris. J'ai été obligé d'accepter la mission. Croyez bien que je le regrette amèrement. Ce n'est pas votre faute, Herbert, si elle s'est suicidée. Elle ne s'est pas suicidée, Dr. Jensen. Que voulez-vous dire? Une lueur menaçante traverse le regard du bon Dr. Jensen. Votre épouse était droitière, n'est-ce pas, docteur? Oui. Pourquoi? Un peu de patience, j'y arrive. Ce matin, je l'ai prise en filature jusqu'à un hôtel où elle rencontrait un homme du nom de Sanders, qu'on vient de trouver mort. C'est elle qui l'a tué? Non, non. Non, docteur, elle n'a tué personne. Pas plus Sanders qu'elle-même. Vous ignorez sans doute qu'en rentrant chez vous, votre femme a eu un accident de la route. Jensen pâlit et le fixe d'un regard qu'Herbert a rencontré souvent dans sa carrière. Docteur, si vous preniez la peine d'examiner son poignet droit, vous constateriez très vite qu'il est foulé, bien trop foulé pour qu'elle ait pu porter l'arme à sa tempe. « Salaud! Après tout ce que j'ai fait pour vous !» crie Jensen en bondissant vers Herbert. Les policiers le maîtrisent immédiatement, heureusement. Heureusement, car il aurait été très capable d'un coup de pied de briser tout ce bon travail grâce auquel Herbert, sous peu, marchera comme vous et moi. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.